Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir à cette conférence sur le référencement naturel. Pour la situer, on a cette année prévu de faire 5 interventions, 3 conférences. La première a déjà eu lieu et concernait la stratégie digitale dans son ensemble. Maintenant, on voit comment être visible via du référencement naturel. Et début juin, on verra les notions de réseaux sociaux et de publicité sur ces réseaux pour également gagner en visibilité. À la fin de l'année, il y aura 2 ateliers sur Instagram et sur LinkedIn pour également maîtriser ces réseaux en fonction de vos métiers. Donc aujourd'hui, c'est exclusivement réservé au référencement naturel pour bien situer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que du référencement naturel, au moins sur le principe de base? Ou est-ce qu'il y a des doutes là-dessus? Ok, bon, super. N'hésitez pas à nous couper à tout moment, il n'y aura pas de séance questions-réponses à la fin, comme dans une intervention traditionnelle, donc posez vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous couper à tout moment et on vous répondra. On va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Alexandre Miguet, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Insaniam. On fait du conseil en stratégie, on est orienté sur les métiers du digital. Et Célina est ma collègue. Et je la laisse se présenter en deux mots sur ce que tu fais au quotidien. Bonsoir, moi du coup je travaille avec Alexandre. Colle le micro sur le menton. Trop utiliser le micro. Bon, j'accompagne Alexandre et les entreprises à tout ce qui touche au digital, donc référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux, mais aussi sur la création de sites internet, que ce soit des sites vitrines ou des sites e-commerce. Voilà, donc c'est assez large. Voilà. On va essayer de faire fonctionner le rétroprojecteur. Si ça ne marche pas, on fera sans, c'est pas grave. Alors, dans une logique, juste pour un rappel, dans une logique de stratégie digitale, il est important d'avoir un site internet pour être visible sur la toile, pour être présent sur la toile. Et si vous souhaitez gagner en visibilité, il faut faire en sorte que les gens puissent vous trouver. Il y a 3 façons principales pour qu'on vous trouve sur Internet. La première, c'est le référencement naturel, donc on va en parler, les réseaux sociaux et la publicité. Donc aujourd'hui, on est vraiment focus sur un élément qui vous permet d'attirer et d'être visible. Le référencement naturel, ça consiste à être bien positionné dans les moteurs de recherche qui sont cruciaux pour qu'on puisse vous trouver. Alors j'insiste sur le terme positionné parce que par abus de langage, on utilise le terme être bien référencé, mais ce qui est important, c'est d'être bien positionné, puisqu'en règle générale, la plupart des sites, sauf si vous faites la demande express inverse dans votre site internet, mais la plupart des sites sont référencés, c'est-à-dire quand on tape votre nom, souvent on vous trouve. C'est pas ça être bien référencé. Être bien référencé, c'est faire en sorte que quand quelqu'un qui ne vous connaisse pas puisse vous trouver relativement facilement avec des mots-clés liés à votre activité. C'est vraiment ça la clé du référencement naturel. Donc le fait de vous trouver en tapant votre nom, ce n'est pas un élément suffisant pour dire que l'on fait du référencement naturel. Johan est en train de se battre avec le vidéoprojecteur, mais je pense qu'il va y arriver. Il est assez persévérant. Alors, pour bien comprendre le référencement naturel, alors n'hésitez pas vraiment à me couper à tout moment, c'est être présent et être visible sur les moteurs de recherche. Est-ce que vous connaissez des moteurs de recherche? Qui peut me donner un nom? Il y a Google. Ok, Google, ouais, c'est le plus connu. Ça, c'était la réponse facile. Ecosia. Ecosia, effectivement. Yahoo. Non. Pas Yahoo. Bing. Bing, je ne sais pas qui utilise son téléphone, mais ouais, Bing, ok. Pourquoi pas Yahoo? Parce qu'il utilise en partie Google, en partie Bing. Ouais. Quant. Quant, ouais, qui est le moteur de recherche français, qui, quand il s'est lancé, utilisait Google. Il a feinté un peu au début, et après, il a créé son propre moteur de recherche, effectivement. Un petit dernier. Je vois que devant, là...
Il y a DuckDuckGo, par exemple, qui est un moteur de recherche qui garantit la vie privée et l'anonymat, effectivement. Enfin, l'anonymat. En tout cas, la vie privée, avec la maîtrise des données récoltées et qui ne sont pas vendues à des fins publicitaires, comme le fait Google. Donc, les moteurs de recherche, effectivement, on va essentiellement parler de Google aujourd'hui parce qu'il est... 95% des recherches en France, c'est par Google. Ce qui est assez conséquent, donc ça vaut le coup de mettre la plupart de son énergie, autant financière que humaine, sur le travail de Google, sachant que dans tous les cas, Google est copié partout. Si on prend Baidu, qui est le moteur de recherche chinois, ils utilisent les mêmes algorithmes à peu près que Google. Ok. Donc alors, et pour faire du référencement naturel, il y a essentiellement 3 éléments qui sont importants. On prend souvent l'exemple du gâteau pour expliquer ça. Ça vient de la personne qui est une référence dans le référencement naturel qui s'appelle Olivier Andrieux, qui explique très bien que le référencement naturel, c'est comme faire un bon gâteau. Il faut un moule, c'est la partie technique. Il faut des bons ingrédients. Là, c'est le contenu texte. Et Victoire. Et il faut une bonne cuisson. Donc là, c'est la partie réputation. On va essayer d'aborder ces trois parties ce soir pour vous expliquer les éléments importants dans ces 3 parties et échanger également avec le témoignage de 2 personnes, de Johan qui travaille sur la réflexion et la rédaction, la réflexion de ses mots-clés pour sa start-up qu'il présentera tout à l'heure, et Julie qui est en charge du web marketing d'une association qui fait la promotion, mais non, qui aide les gens qui sont atteints d'eczéma. Voilà, qui ne fait pas la promotion de l'eczéma du coup. Je pense qu'ils vont réussir. Ok. Ok, super. Qui a déjà travaillé sur référencement naturel ici? Ok, je vois des têtes un peu bizarres, notamment au fond. C'est un peu dubitatif, non? Oui, là, non? Vous? Non? Ok. Ok, donc alors, vous avez travaillé votre référencement naturel. Vous êtes à quel stade? Et qui a travaillé le référencement naturel sur la partie, on va dire, technique? Est-ce que la partie technique est bonne? Le site internet est optimisé techniquement? Ok. Sur la partie contenu, vous avez rédigé, vous avez travaillé vos mots-clés? Ok. Et vous avez fait du maillage avec d'autres sites internet, de liens, des échanges de liens pour qu'on renvoie vers votre site? Des notions de backlink, ouais. Oh, ok. Très bien. Alors. Très bien, très bien, très bien. Alors du coup, sur la partie moule du référencement naturel, c'est la partie technique. Pour reprendre l'exemple du gâteau, c'est le moule. Sur la partie technique, en fait, il s'agit d'optimiser son site internet pour que Google puisse l'indexer correctement. J'aimerais juste savoir rapidement quelle est la technologie de vos sites internet. Alors, je vais prendre le plus célèbre. Qui a un WordPress ici? Ok. Qui a un site internet qui a été fait entièrement sur mesure? Enfin, entièrement ou presque entièrement. Ok. Qui a d'autres solutions de type Wix ou des solutions hébergées en ligne? Ok. Alors, sur toutes ces solutions, enfin sur les solutions, on va dire Wix et autres, il y a des extensions qui permettent d'améliorer le référencement naturel pour optimiser techniquement le site. Ce n'est pas l'idéal à mes yeux, mais ça aide. Quand vous avez fait un site internet sur mesure avec des développeurs, pour les quelques personnes qui ont fait ceci, il y a aussi des éléments qu'il faut voir avec eux, des éléments techniques.
Et pour les autres, il y a des plugins WordPress qui permettent de gagner un temps fou et qui permettent de faire du référencement naturel. Alors, il y a quelques WordPress, c'est assez fréquent. On va vous présenter, on verra tout à l'heure cette partie-là. Pour les personnes qui ont des sites internet en WordPress, on va vous présenter deux types de plugins qui sont assez utilisés. Le premier, tout le monde va le connaître. Il s'appelle Yoast. Qui connaît ce plugin? Qui a installé ce plugin sur son site internet? Un plugin, c'est une extension qui permet de rajouter des fonctionnalités à un site internet. Ok, donc il y a quelques personnes qui l'ont installé. Bon, l'avantage de ce plugin, de cette extension, c'est qu'elle permet d'améliorer techniquement un site pour faire en sorte qu'il soit adapté au référencement naturel. Si vous avez un site internet WordPress, il y a un autre élément qui est important, c'est que vous avez dû faire à un moment donné un choix qu'on appelle un thème graphique, ou un template si on parle en anglais. Tout le monde a dû passer par là. Et en règle générale, il y a des thèmes qui sont plus ou moins adaptés au référencement naturel. En tout cas, les développeurs qui l'ont préparé l'ont plus ou moins rendu compatible avec des éléments techniques de Google. C'est important si vous n'êtes pas encore dans cette phase, vous êtes à la phase de réflexion de création du site internet. Qui n'a pas de site internet et qui est en train de réfléchir à en faire un? Pour voir si je parle... Ok. Donc, pour les personnes qui sont dans cette phase-là, il est important de réfléchir pour que, quand vous allez faire la sélection du thème graphique, celui-ci soit au moins adapté au référencement naturel ou optimisé pour la partie technique, puisque sinon ça va poser quelques problèmes. On verra tout à l'heure avec des exemples. C'est assez important parce que si vous n'avez pas un site internet qui est optimisé techniquement, vous allez forcément être un peu pénalisé par Google. Sachant qu'il y a plusieurs milliers de changements dans l'algorithme de Google chaque année, c'est important déjà à la base d'être bien optimisé. Donc ce plugin-là, il est assez simple à installer, ça prend quelques clics. Il y a une version gratuite qui est largement suffisante et il va vous donner quelques astuces pour optimiser à la fois le site internet et en même temps, il va donner d'autres astuces pour rédiger correctement, par exemple, des articles de blog et être bien positionné. Donc en ça, il est intéressant. Et on va vous parler d'un autre plugin qui est, j'ai oublié son nom, le Rank Macron. Ouais, le Rank Mat. Pourquoi des plugins? C'est quoi un plugin? Ouais, je vais expliquer tout de suite. Le plugin, comme je disais tout à l'heure, c'est une extension, c'est-à-dire qu'on rajoute une fonctionnalité à WordPress, pour ceux qui ont un WordPress. Donc, c'est-à-dire que quand vous installez un site internet en WordPress, par définition, à la base, il ne possède pas tous ces éléments pour faire du référencement naturel. Tous les éléments techniques. Donc, en ajoutant des plugins comme les deux qu'on vous a présentés, alors le Yoast, en fait, je passe très rapidement dessus parce qu'il est très très connu. Celui-ci est un peu moins connu, c'est pour ça qu'on va s'y attarder, et il présente des choses un peu plus complètes. Si on va dans les fonctionnalités, en haut, on va vous montrer la liste des fonctionnalités. Donc typiquement, déjà, il permet de connecter votre site internet à deux éléments chez Google, qui sont l'analytique. Est-ce que pour tout le monde, ça vous parle, Google Analytics? Google Analytics est quelque chose qui est indispensable d'être installé sur votre site internet, puisqu'il permet de mesurer l'ensemble des visites et des données de l'ensemble de vos visiteurs, c'est-à-dire comment les gens arrivent chez vous, par quel biais, ce qu'ils font sur votre site internet, combien de temps ils restent, etc. etc. Ça, c'est important. Et il y a un autre élément qui est la Search Console qui permet à Google
d'avoir des éléments techniques de votre site internet. Alors un élément technique qui est indispensable notamment, ça va être le plan du site internet. On appelle un sitemap et qui permet à Google en fait, de connaître un peu les plans de la maison quand il rentre. Donc il faut imaginer que Google c'est un robot qui rentre tranquillement chez vous, vous lui donnez les plans de la maison, vous lui dites voilà, là il y a eu telle page qui a été modifiée, tel article de blog qui a été ajouté, à telle date, etc. etc. Donc c'est ici qu'on va connecter tout ça, qu'on va lui envoyer. Si on descend un petit peu dans les fonctionnalités, on va descendre en bas, il y avait un tableau. On va le retrouver. Je crois que c'est tout en bas qu'il est le tableau. Ouais, hop là, c'est un peu plus haut du coup, on l'a passé. Vous voyez tous ces éléments-là, tout ce que vous voyez là qui défile, c'est que des choses techniques. Alors c'est plein de petites choses techniques qu'on additionne, mais ce sont que des éléments techniques. Alors l'avantage d'installer un plugin comme ça, c'est que ça vous permet à vous, celui-ci il est gratuit, ça vous permet à vous d'installer en quelques clics une extension sur votre site internet sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Alors, encore une fois, sauf si vous avez fait un site internet entièrement sur mesure, dans ce cas-là vous serez obligé de passer par la personne qui vous a développé votre site internet. Sauf si vous a déjà optimisé le site internet pour le référencement naturel à la base. Mais pour tous ceux qui ont un WordPress, vous pouvez installer ce type d'extension. Les gens qui ont un Shopify ou un Wix ou tout autre site hébergé en ligne, vous pouvez également utiliser des extensions qui sont propres à chacun. Et donc, Ouais. je viens de dénoncer on les voit les deux là, Yoast et RankMath. Ouais. Donc c'est soit installer l'un ou l'autre, c'est pas les... Ouais, c'est pas les deux en même temps, bien sûr. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Là, on en a présenté deux pour que chacun puisse se faire une idée. Et surtout, on a forcément parlé de Yoast parce que tout le monde connaît. Enfin, c'est celui qui est quasiment automatiquement installé à la base. Celui-ci est un peu plus récent. Il est assez sympa. Il est très facile à utiliser. C'est pour ça qu'on a voulu le présenter aussi. Et en fait, quand vous allez l'installer, il y a quasiment un truc suivant. Il vous donne des instructions. Enfin bref, toute la partie technique va être pré-mâchée. Donc toutes les personnes qui ont un site internet en WordPress, je vous invite vraiment à installer l'un des deux, mais celui-ci est vraiment très intéressant pour le côté un peu pré-mâché, étape par étape. Et également pour tout ce qui est e-commerce, il permet de bien optimiser les fiches produits. Donc c'est assez intéressant à installer. Et techniquement, en fait, si vous avez déjà utilisé Yoast sur votre site, vous pouvez en fait juste désinstaller Yoast, installer RankMath, et en fait RankMath va automatiquement reprendre toutes les données de Yoast, et vous aurez beaucoup moins de travail à faire si vous voulez tester les deux. Et la migration est facile pour ceux qui ont déjà installé Yoast, effectivement. Oui. Si c'est complètement gratuit, c'est quoi le modèle de RankMath? RankMath, il est sorti il y a un mois, ils sont en période en fait, de test pour l'instant, où ils offrent du coup à toutes les personnes RankMath pour l'instant, et on verra, je pense, dans quelques mois, ils proposeront une version premium. Et pour l'instant, elle est entièrement gratuite parce qu'ils viennent de la sortir. Et justement, juste pour savoir par rapport à Yoast qui fait face office d'autorité sur le marché des WordPress au niveau SEO, RankMath par rapport justement aux algorithmes Google, est-ce qu'il le voit d'un bon oeil, aussi autoritaire que Yoast, ou il faut attendre encore un peu? D'après le test, il est vraiment très très fiable. Oui. Très très fiable. Oui. Rien qu'en comparant, quand ils analysent le contenu sur Yoast, son point fort en fait, c'est d'analyser le contenu qu'on rédige. On a à peu près 50 critères en plus qui sont proposés par RankMath. Par contre, le point négatif, à mon avis, c'est que Yoast, il a été traduit en français entièrement. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Mais RankMath, il faut du coup maîtriser un petit peu le langage en anglais parce que tout est en anglais. Et ça fait c'est vrai que c'est le petit défaut qu'on ne pense pas forcément, mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, ça va être un peu plus compliqué. Il vaut mieux rester sur Yoast dans ce cas-là. Si vous regardez un peu sur le tableau, ici, vous allez voir que RankMath a de nombreux... Alors forcément, c'est eux qui l'ont fait, donc le tableau n'est pas méga objectif, mais il l'est réellement dans la pratique, dans nous, ce qu'on a constaté. On ne va pas tout voir un par un, mais c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans la version gratuite de RankMath que de Yoast. Donc il a au moins le mérite d'être gratuit. Et alors là, je vais juste arrêter là-dessus. D'être gratuit et fiable. Notamment, il va gérer des choses qu'on appelle des liens, des redirections 301. Donc c'est-à-dire que typiquement, si vous faites la migration d'un ancien site qui avait une autre URL,
un autre nom de domaine avant et que vous allez créer un nouveau site. Alors nous, ça a été le cas par exemple, on a changé de site, on avait une start-up qui s'appelait l'Agence des blogueuses, on l'a appelée ADB, donc le nom de domaine c'est devenu LOADB. On n'a pas voulu perdre tout le référencement naturel, enfin tous les liens qui renvoyaient vers ce site-là. Donc on a fait 2 manipulations. On a dû faire une manipulation technique sur l'ancien nom de domaine pour qu'il renvoie sur le nouveau. Et la deuxième chose qu'on a dû faire, c'est faire des liens 301. Alors 301, c'est un mot c'est un nom de code, mais ça veut dire simplement que quand Google arrive sur le site internet, on lui a dit que de manière permanente, on avait changé l'URL. Et de ce fait-là, il est content et il ne nous pénalise pas. Et avec par exemple Yoast, on a été obligé de rajouter un plugin en plus. Et donc pour pouvoir faire cette manip, là l'avantage c'est qu'avec RankMath par exemple, vous allez avoir tout dans un seul plugin. Donc c'est assez intéressant parce qu'il combine, là où avant on utilisait plusieurs plugins, là dans un seul, on a de nombreuses fonctionnalités. Et un autre point fort de RankMath que Yoast ne fait pas dans sa version gratuite, c'est l'audit du site. En étude, pour pouvoir faire une audit de votre site, de vérifier les liens cassés, tout ça, vous devez utiliser des logiciels comme SEMrush, alors que là, automatiquement, il vous le fait depuis le site. Donc ça vous fait quand même gagner du temps, ça vous évite d'utiliser un outil supplémentaire. Et c'est pas juste, c'est éviter d'utiliser un outil qui coûte 150 € par mois. Donc c'est pas un petit gain. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous recommande de regarder celui-ci. On ne va pas rentrer en détail dedans parce qu'on n'aura pas le temps techniquement. Mais pour ceux qui se posent la question de créer un site, autant le créer directement avec ça. Pour ceux qui ont Yoast sur WordPress, la recommandation qu'on peut vous faire, c'est d'essayer la migration puisque elle est possible. Ceux qui ont, comme je disais, d'autres formes de site internet, se rapprocher de leurs développeurs. Voilà, les conseils qu'on peut donner sur la partie technique. Des éléments importants d'un point de vue purement technique, c'est vraiment d'avoir un sitemap, donc un plan du site pour Google. C'est de relier le tout à la Search Console pour que votre site internet soit bien connu de Google, notamment. Et d'éviter d'utiliser, alors là, normalement, je ne vais plus à le dire en 2019, mais d'utiliser certains langages de programmation comme du Flash, qui, normalement, en 2019, il y a peu de risques, mais qui sont jolis, mais qui fonctionnent assez mal pour les référencements naturels. C'est également le cas du JavaScript, qui est un langage un peu plus à la mode, pour le coup. Mais il faut l'utiliser de manière adaptée pour éviter de pénaliser votre référencement naturel. Donc il y a des choses techniques à éviter ou à faire, et celles-ci en font partie. De mon côté, quand je dis des sites, des erreurs qui reviennent régulièrement qui pénalisent votre référencement, ça va être des choses toutes simples comme votre site qui va être en HTTP au lieu d'être en HTTPS. C'est quand vous êtes sur Google, vous avez en général un petit cadenas vert qui se met juste à côté de votre URL. Là, on le voit ici, typiquement. Vous voyez, là, le site il est sécurisé et du coup, Google va privilégier ce site-là à un site qui est en HTTP, du coup. Et du coup, celui-là, vous allez tout de suite être pénalisé, mais c'est très très violent. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement depuis votre hébergement. Chez OVH, par exemple, c'est quelque chose qui est gratuit. Il faudra juste vérifier après vos redirections si elles sont bien toutes en HTTPS. Parce qu'il ne faut pas juste avoir la page d'accueil en HTTPS et les autres pages en HTTP. Mais c'est quelque chose d'assez important et que vous pouvez faire très simplement finalement. Quand on lance son site internet et qu'on n'y connaît pas grand-chose dans le web, on se dit l'HTTPS, c'est pour les sites e-commerce. Parce que ça sécurise les paiements. Voilà l'image c'est l'image qu'on va avoir quand on crée un site internet. Souvent, c'est l'image que les gens ont quand ils viennent nous voir. Ils nous disent oui, mais moi, j'ai besoin de sécuriser des paiements parce que c'est pas du commerce. Oui, mais non, c'est pas le but du HTTPS. C'est pas du tout le but. Surtout vos visiteurs peuvent avoir du coup tomber sur une page qui va dire attention, ce site n'est pas sécurisé, est-ce que vous voulez vraiment aller dessus? Et en général, les gens ne vont pas passer cette page. HTTPS, c'est forcément gratuit. Non, vous pouvez partir sur des certificats encore plus. Par exemple, sur les sites de vente comme la Redoute, vous allez avoir la Redoute qui est marquée à côté du cadenas en plus en vert, et du coup, c'est des certificats encore plus qui sont onéreux, et certains hébergeurs le font payer aussi. Oui, il y a plusieurs niveaux. En fait, il y a un certificat qui s'appelle le Let's Encrypt qui permet
qui est un certificat open source qui permet de le faire gratuitement. C'est intégré dans la plupart des hébergeurs de type OVH, comme on le disait tout à l'heure, mais les one-on-one et autres aussi. Il y a des certificats payants qui ont plusieurs niveaux de certification. Ça va de on vous envoie un mail, on vous envoie un courrier par la poste, on vous envoie quelqu'un qui vient chez vous, enfin bref. Il y a plusieurs niveaux de certificats qui sont plus ou moins onéreux. Après, ça dépend aussi de votre activité. La Redoute ou la FNAC ont besoin de certifier un peu plus leur site internet que quelqu'un qui débute dans son activité ou même quelqu'un qui est bien installé, mais qui n'a pas le même intérêt de protéger sa marque. Le référencement sera impacté pareil, quel que soit le certificat SSL que vous choisissez. Tout le monde qui a HTTPS, c'est bon. Autre élément technique qui est important, c'est par exemple d'avoir un site internet qui n'est pas, alors ce qu'on va appeler responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à toute taille d'écran. Un site internet où il faudrait zoomer sur un mobile serait pénalisé par Google également. Google a aussi axé énormément sur la rapidité depuis pas longtemps, depuis quelques mois. Ils en avaient parlé, mais la notion de rapidité revient pour Google. Donc plus un site va charger rapidement, et mieux ça va être. Et pour ça, il suffit par exemple, quand vous avez beaucoup d'images, réduire le poids des images sans réduire la qualité. Vous pouvez faire ça depuis Photoshop ou vous pouvez mettre des extensions si vous allez voir presque comme une Imagify. On va vous montrer une extension. Il y a une entreprise française qui s'est spécialisée. Alors là, on vous montre. On va parler très WordPress parce qu'il y a pas mal de monde qui ont du WordPress. Mais il y a une extension qui permet notamment de réduire le poids des images, qui est celle-ci. L'extension est gratuite et après, il faut acheter des gigas d'optimisation. C'est pas hyper onéreux, mais c'est très pratique parce qu'en fait, vous envoyez vos images comme telles dans l'ordi, et puis, dans le site internet. Et puis après, il optimise l'ensemble. Et ils optimisent également le thème graphique que vous allez mettre, le poids du thème graphique que vous allez mettre. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est 3 clics, parce qu'ils font tout est automatique après. Surtout quand vous mettez dans la place du visiteur qui passe sur le site et qui voit les textes, et la photo qui prend du temps à charger, c'est très frustrant parce que du coup, on n'a pas la partie visuelle. Donc c'est quelque chose à pas non plus oublier, surtout si vous êtes dans des métiers architectes, par exemple, où il faut de l'image. Sur l'accessibilité, parce que des fois la connexion n'est pas très bonne aussi dans certaines régions, donc ça facilite. Oui, la rapidité est de plus en plus importante en tout cas. Que ce soit pour l'utilisateur, ça c'est une évidence, tout le monde en a conscience. Quand on a un très mauvais réseau mobile ou un très mauvais réseau ADSL, on aime bien que ça charge rapidement. Ça l'est de plus en plus pour Google également. Il y a la même entreprise que Imagify tu tapes pas dans le... La même entreprise fait un autre plugin qui s'appelle WP Rocket, qui permet également d'optimiser la rapidité de chargement du site internet. Alors il y en a d'autres qui permettent notamment de gérer tout ce qui est cache. Tout dépendra de votre thème graphique. Si vous êtes sur WordPress, parce que cette extension-là va être compatible avec ça comme thème, et d'autres extensions de cache sont compatibles avec d'autres thèmes. Donc là, il faut vraiment vous fassiez attention en sélectionnant quand même votre extension de cache. Faites quelques tests. Vous installez une sauvegarde sur votre site internet avant de faire ces tests-là. Faites quelques tests et vous voyez si tout charge bien et qu'il n'y a pas de bug. Voilà. Ça peut provoquer effectivement quelques bugs, ce genre de thème, ce genre de plugin. Est-ce que sur la partie technique, alors on a vu, on ne peut pas rentrer forcément en détail sur beaucoup de choses, mais voilà, avoir quelques plugins, les installer correctement, suivre leurs conseils, c'est déjà une bonne base quand on débute. Est-ce que ça vous semble assez clair pour l'instant? Oui? Oui. Donc, si on devait résumer et se dire sur WordPress, il y a 5 ou 6 plugins à installer, ce serait ceux-là. Si on a un WordPress, effectivement, le conseil, c'est bien choisir le thème pour qu'il soit optimisé pour le référencement naturel avant les plugins. Avoir un hébergement qui permette également une bonne disponibilité pour que le site réponde rapidement. Donc là, on est vraiment sur la partie pure technique. À ça, ajouter des plugins. Donc un plugin pour le référencement naturel qui va être soit Yoast, soit RankMath, et des plugins pour le temps de chargement des pages. Tu peux expliquer un peu, ou illustrer plutôt ce que sont ces templates, là, ces thèmes? Les thèmes?
En fait, quand tu crées un site internet ou que tu l'installes, le thème te permet de choisir le design de ton site internet, quel élément visuel tu vas avoir. Donc c'est c'est le graphisme de ton site, ainsi que les fonctionnalités, pour vulgariser. Tu montres un petit tour sur ThemeForest ou n'importe. Comment? Attends. Quand tu vas savoir déterminer que tel thème est plus favorable. Souvent, ils l'écrivent dans les différents thèmes. Souvent, dans les différents thèmes, ils écrivent que c'est optimisé pour le référencement naturel. Quand ça ne l'est pas, en fait, ils le mettent avec des notes de Google, d'optimisation de Google. On prend un thème comme ça. Donc là, on est sur un thème WordPress, qui est un des plus téléchargés de ThemeForest, qui est un site où on vend des thèmes. Et si on descend sur cette page-là, on verra déjà que la première info qu'ils nous ont donnée, c'était le temps de chargement des pages. Comment? Oh, ça fait quand même 6 mégas. Ah, c'est WordPress. Si on descend tout en bas, souvent cette info, il la donne en bas. Encore plus bas. Comme par hasard, ça va pas être sur ce thème-là. Si. Voilà, ça va être écrit par là. Un peu plus bas. Déjà, il est responsif. Vous voyez, c'est marqué. Oui, ils le sont tous normalement responsive aujourd'hui. Enfin, en théorie. Hein. Faire 20 $, des fois, faut pas être trop dur. Et voilà, là, il y a écrit, par exemple, qu'ils ont optimisé le référencement. Alors, là, par exemple, on voit, ils le mettent de manière très discrète. Donc, ça a été fait. Mais c'est pas l'élément principal. Il y en a d'autres qui l'utilisent vraiment comme outil, comme description plus forte. J'ai pas de thème en tête là pour le montrer, mais ici, là, par exemple, ils le mettent Google, le temps de chargement avec les notes de Google Developer, des choses comme ça, qui permettent d'avoir ce genre d'informations. Sur ThemeForest, c'est un critère de sélection. Non. Non. Mais il faut regarder dans la description. Généralement, s'ils n'en parlent pas, c'est que vraiment, ils ne l'ont pas travaillé. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de notes et d'avoir des très bonnes notes avec beaucoup de notes, c'est quelque chose qui est important? Non, ça change strictement rien. Non, les gens notent sur le design ou sur autre chose. Sélectionner un thème juste parce que c'est beau, en fait. Parce que c'est joli. Du coup, Non, dans mais le d'avoir une multiplication de notes Hmm. positives. Voilà pour les éléments techniques. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Souvent, nous, cette partie-là, on évite de trop embêter nos clients avec et on essaie de tout gérer nous-mêmes parce que c'est effectivement pas ce qui va être le plus intéressant à faire. C'est très barbant techniquement de maîtriser tout ça. Et en plus, ça change tout le temps. Il y a quand même une tendance à avoir en tête, c'est que généralement, Google va de plus en plus dans la logique de ce qui est bon pour l'utilisateur et aussi bon pour le référencement, en règle générale. Donc il faut se dire que si c'est bon pour la personne, dans l'évolution de l'algorithme, ça devrait également rentrer en compte dans l'évolution de l'algorithme de Google. Maintenant, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est pas vrai, mais tout le temps, mais c'est une tendance. On va parler un peu plus de la logique maintenant de contenu, et qui est cruciale en fait dans le référencement natif, qui est bien plus importante d'ailleurs que la partie purement technique, parce que là on installe quelques plugins et ça va grosso modo. Là où c'est plus dur, c'est de travailler le contenu de son site internet. Le contenu de son site internet, c'est déjà réfléchir à ses mots-clés. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de ce que c'est qu'un mot-clé? C'est une requête tapée par un utilisateur pour je sais pas, mettons, je cherche une voiture d'occasion, mettons une Clio, je tape Clio occasion Rennes, et après je vais avoir une liste de sites qui proposent Oui. vers la centrale, tout ça. Tout le monde a entendu? Oui, ce sont les mots qu'on a mis sous les photos du contenu pour répondre aux recherches des clients potentiels. Oui, alors on va voir après où on les met, ces mots. On va voir où on les met. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément on les a mis sous la photo, mais... Avec, quoi, en lien.
Ouais. On va voir ça en détail, effectivement. Mais c'est comment on vous trouve en tapant effectivement une requête. Donc, on va voir ça ensemble. Johan va intervenir pour nous expliquer un peu comment il a réfléchi à ces mots-clés. Alors, bonjour. Déjà, j'y ai réfléchi accompagné. Donc, on m'a aidé aussi à bien réfléchir. Le premier travail, je dirais que il est marketing, donc c'est de comprendre sa cible client. Comment tu veux que je te parle, comment j'ai fait? Ouais, alors on va revenir rapidement sur la notion de mots-clés. On va vous montrer un petit schéma. Sur ce schéma, en fait, on va distinguer deux types de mots-clés. Il y a des mots-clés qui sont des mots-clés de Tête. Ouais, mots-clés de tête, c'est bien. Et des mots-clés de Traîne. de longue traîne. De longue traîne. Et alors, avec un petit schéma, on va vous montrer ça. Non, mais tape longue traîne dans Google, on va prendre une image. Et en fait, les mots-clés de tête, ce sont quoi? Ce sont les mots-clés principaux qui sont très concurrentiels. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont rechercher ce mot-clé. Vous avez concrètement peu de chances d'arriver premier sur ces mots-clés puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut dire que c'est plus dur. Qui dit concurrence dit forcément des mots-clés plus difficiles. Donc là, vous voyez un schéma qui vous montre en fait ce que sont ces mots-clés. Donc les mots-clés, les requêtes à un seul mot. Il y a une concurrence extrêmement élevée. Vous imaginez bien que si demain on travaillait le mot-clé, par exemple, consultant, qui serait un des mots-clés rêvés de Johan, et bien si on travaillait le mot-clé juste consultant, on a 2-3 sites qui aimeraient bien également, comme Johan, être premiers. Et donc c'est une grosse concurrence. Donc c'est très long d'y arriver. Donc on ne commence pas par faire du référencement naturel sur un seul mot en fait. Un mot-clé, c'est pas un seul mot, c'est pas juste consultant, en tout cas pas au début. On peut y arriver après, mais au début, non. Beaucoup d'argent. Beaucoup de temps. Beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Donc, on va plutôt réfléchir à des requêtes de 2 à 3 mots, qui vont être ces mots-clés de tête. C'est-à-dire qu'on est encore dans la zone rose, là. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de monde à le chercher. C'est pas forcément très bien ciblé, puisque c'est généraliste. Ton site internet, toi, par exemple, ta plateforme, c'est pas uniquement... c'est pas tout ce que recherchent les consultants. Ils pourraient rechercher plein d'autres choses. Oui. Donc, c'est pas forcément extrêmement bien ciblé. Non. Mais un mot-clé de 2 à 3 mots permet déjà de cibler un peu mieux. C'est ça les mots-clés de tête. La longue traîne, ça va être quand on va compléter un peu ces mots-clés. Donc un mot-clé de longue traîne, ça va être faire du réseau avec des consultants à Rennes. Là, on est dans de la longue traîne. Pourquoi on est dans de la longue traîne? Parce qu'on est sur un mot-clé qui est très spécifique. Comme il est spécifique, il est recherché par très peu de personnes. Comme il est cherché par peu de personnes, il y a moins de concurrence. Donc on est sur un mot-clé peu concurrentiel avec peu concurrentiel, peu de recherche, mais un gros ciblage, un très très gros ciblage forcément. Donc Johan a réfléchi à 2 types de mots-clés. Les mots-clés de tête, qui sont les mots-clés principaux, et les mots-clés de longue traîne qui en découlent. Donc si tu peux nous donner quelques exemples, un exemple de mots-clés de tête que tu as en tête. Par exemple, consultant. Alors, Consultant de tête. consultant de tête. Voilà. Mais consultant. Après, ça peut être consultant en informatique à Rennes. Pour un peu plus long, un peu plus complexe. Par exemple. Ouais. Et après, en longue traîne, on va pouvoir travailler sur comment trouver un consultant à Rennes. Ou comment trouver un consultant en informatique à Rennes. Et là, on est vraiment sur la longue traîne, sur des recherches spécifiques. Alors, il est important de travailler ces 2 choses, puisque la longue traîne est très facile, plus facile à travailler, puisqu'il y a moins de concurrence. Et donc, vous allez devoir rédiger beaucoup de contenu là-dessus. Si on regarde juste sur la partie... on va quand même regarder une recherche dans Google. On va taper le mot-clé consultant dans Google. On va chercher consultant.
Là, vous voyez qu'on a en fait des résultats. Que sur ces résultats, ce qui est logique, que sur ces résultats, on a des informations, des sites internet qui apparaissent. Donc là, on va avoir devenir consultant, fiche métier de l'étudiant. Si on descend un petit peu, on a également d'autres résultats qui sont Wikipédia, des consultants à Rennes qui sont qui ont travaillé leur référencement local via notamment leur fiche de Google, My Business. Est-ce que tout le monde a travaillé cette partie-là, la partie référencement local avec une petite fiche, enfin pour tous ceux qui ont bien sûr intérêt à être trouvés, il y en a qui n'ont pas envie d'être trouvés, qu'on trouve leur adresse, mais tout le monde y a travaillé là-dessus? Ouais. Si vous avez par exemple un commerce, il est important de travailler cette fiche de Google My Business en faisant en sorte d'avoir des photos intérieures, extérieures de votre commerce éventuellement, en faisant en sorte de travailler les avis également ici. Si on va mettre par exemple je vais dire un restaurant à mon heure, un réparateur de smartphone. Et là, si vous voyez sur le côté, là, par exemple, typiquement, on va remonter un tout petit peu. Donc, quand je le recherche, sur le côté, j'ai effectivement ces informations, donc son site web, l'itinéraire pour le retrouver. Il y a quelques photos, il y a des avis, il y a le téléphone, les horaires d'ouverture, éventuellement des questions-réponses, une petite FAQ et ses notes également sur Facebook, sur les pages jaunes, enfin bref. Voilà. Donc là, ça c'est hyper important si vous avez un commerce, de travailler là-dessus. Ça se travaille très simplement. On appelle ça, ça se gère via Google My Business. Pour y accéder, c'est business.google.com. C'est très simple. Vous créez un compte et vous allez pouvoir du coup être visible. Donc ça, on appelle ça du référencement local. On n'est pas sur les mots-clés. C'est pour ça que je vais l'écarter tout de suite. Parce que ici, c'est plutôt on tape votre nom et on vous trouve. Oui. Une question, est-ce que le meilleur mot-clé, ce n'est pas le nom de l'entreprise? C'est le meilleur pour les gens qui vous connaissent, quoi, pour votre femme qui vous cherche, mais ce n'est pas le meilleur si vous voulez acquérir une nouvelle clientèle. C'est-à-dire que si vous avez une image de marque flamboyante et que tout le monde vous connaît, votre nom, c'est génial. Et encore, même dans ce cas-là, vous avez certainement envie d'acquérir de nouvelles parts de marché. Si demain, vous souhaitez être trouvé par une nouvelle clientèle, c'est quand même intéressant d'aller chercher là où ils tapent. Sachant qu'il y a des personnes qui ont une marque avec un nom dedans qui est commun, mais c'est de plus en plus compliqué. Déjà, pour déposer sa marque aujourd'hui et trouver un nom commun comme ça qui est libre, ça va devenir presque impossible à l'avenir. Il faudra d'autant plus inventer des marques qui ont des noms différents, des noms qui sortent des mots qu'on connaît de notre quotidien, et donc forcément, ce sera encore plus compliqué de ressortir sur ces mots-clés-là. Ça, c'est pour la partie travail de marque. Donc en tout cas, je voulais éliminer tout de suite le référencement local qui se fait via Google My Business, mais qui est pour autant très important, puisque c'est une petite fiche de votre magasin, si vous avez un commerce, ou de votre activité, autrement qui est important d'entretenir. Pour revenir sur la partie purement recherche, on va faire une petite recherche avec le mot-clé, par exemple, chaussettes. Je crois qu'il y a des gens qui font du e-commerce ici. Il y a Carole que j'ai vue. Il y a d'autres personnes qui font du e-commerce? Ok. Donc là, on voit tout de suite qu'on a des résultats qui sont... Alors, déjà, juste au début, il y a des choses qui sont payantes. On va passer dessus, mais ça se paye. Cette partie-là. En dessous, il y a écrit annonce, on paye. Donc là, ce n'est pas du référencement naturel. Comment ça coûte? Ça coûte au clic, ça dépend, c'est les enchères. C'est l'offre et la demande. À chaque fois que quelqu'un clique, ça me coûte alors, si je fais là. Non, on ne va pas coûter au slip français, on ne va pas leur coûter. Non. Mais oui, en fait, tu payes au clic. Donc ça, c'est de la publicité, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Je l'élimine tout de suite.
Si on descend, chaussettes.com par exemple, eux ils sont bien référencés. On descend encore, il y en a d'autres, il y a Zalando, voilà, bref. C'est ça le référencement naturel, c'est être positionné ici. Maintenant, taille combien? Taille 38. Là, on fait une recherche un peu plus spécifique. Et donc là, on a un mot-clé qui va être un mot-clé de longue traîne. Je cherche des chaussettes rouges, taille 38. Et donc forcément, on n'a pas forcément les mêmes résultats qui ressortent, puisque ce sont des recherches beaucoup plus spécifiques. Et il y a moins de concurrence, forcément. Donc il va être important de travailler sur ces deux types de mots-clés, sachant que l'objectif est d'être en première position. Alors pourquoi? Je vais juste essayer de vous faire un petit retour en arrière sur l'usage des gens avec leur moteur de recherche. Vous savez, il y a quelques années, quand vous faisiez une recherche sur Google, vous faisiez une requête, vous cherchiez quelque chose, et si vous n'aviez pas votre réponse en première page, vous alliez sur la deuxième, puis sur la troisième, puis éventuellement sur la quatrième. Des fois, certains pouvaient monter encore plus loin. Après, avec le temps, les gens ont eu la flemme d'aller d'une page à l'autre et sont restés sur la première page. Et en fait, il s'est passé quoi? Avec le temps, si les gens ne trouvaient pas leur réponse, ils ont changé leur requête. Et en changeant cette requête-là, en fait, ils l'ont spécifiée. C'est-à-dire qu'au début, ils mettaient chaussettes. Ah, c'est bizarre, je ne trouve pas de chaussettes rouges. Donc ils passaient en deuxième, troisième page, quatrième page. Et puis après, ils se sont dit, non, si je ne trouve pas, c'est que j'ai mal tapé. Google est quand même très fort. Donc du coup, avant, vous pensiez que le moteur se trompait, et à la fin, on arrive à un stade où on se dit, tiens, non, c'est nous qui avons tort. Si vous voyez un petit peu ce schéma-là, c'est quelque chose qui a quelques années déjà. On appelait ça le triangle d'or à l'époque, puisque c'est un peu la zone où les yeux se posent dans une recherche sur un ordinateur. C'est sur ce triangle-là. Donc, sur la zone où c'est rouge, c'est là où les gens regardent le plus. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas être dixième, il ne faut pas être 11e, il ne faut pas être 8e. Il faudrait être presque faut être dans les 3 premiers, grosso modo, pour être vu. Mais il y a autre chose. Si on reprend l'image bleue qu'on avait avant, vous voyez des lignes. Vous voyez ces lignes rouges? Tout le monde les voit bien? On appelle ça la ligne de flottaison. C'est-à-dire, c'est la ligne sur les écrans avant que quelqu'un commence à descendre, à scroller. Et souvent, les gens changent de mot-clé avant même de descendre. Donc, en réalité, il faut être au-dessus de cette ligne. Alors, elle change. Pourquoi elle change? Parce que d'un ordinateur à l'autre, elle est différente. Donc, il y a plusieurs lignes de flottaison possibles en fonction de la taille de votre ordinateur, de la hauteur de l'écran, etc. De sa résolution, enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, la tendance qui faisait un peu consensus dans les dernières années, c'était de se dire qu'il faut être dans les 3 premiers. Aujourd'hui, on est encore un peu dans cette tendance, mais ce qui vient de plus en plus dans la tête dans les objectifs en tout cas des gens qui font du référencement naturel, c'est d'être premier. Pourquoi être premier? Parce que aujourd'hui, Google est en train de faire une mutation, et pas que Google, tous les moteurs de recherche, pour aller d'un moteur effectivement de recherche à un moteur qui va vous trouver des réponses. C'est le cas notamment avec la recherche vocale. Qui a un petit Alexa ou un Google Home à la maison qui vous donne des réponses quand vous demandez Google, OK Google, ou sur votre téléphone, OK Google, donne-moi la météo, ou des choses comme ça. Eh bien, de plus en plus, on va lui poser des questions. On va lui dire OK Google, achète-moi telle chose, et il ira sur Amazon acheter. Alors, ça ne sera pas Google, ce sera Alexa plutôt sur Amazon, mais il ira vous acheter tel et tel objet, ou alors il ira vous donner la première réponse qu'il trouvera en fait, ou peut-être la deuxième s'il est configuré d'une autre façon. Et donc du coup, il va être important de pouvoir donner une information rapidement aux gens et s'adapter aux nouvelles recherches, aux nouveaux usages. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'usage quotidien en France, mais j'insiste là-dessus parce qu'en fait, ce qui est valable aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui dans le référencement naturel, ne l'est pas forcément demain, et on est
obligé de s'adapter aux usages des gens qui vont utiliser alors, soit des nouveaux appareils. Ça a été le cas avec le mobile. Bon, avant, c'était pas un critère. Avant, quand je dis avant, c'était il y a quelques années. C'était pas un critère pour Google d'être lisible sur un mobile. À la sortie de l'iPhone, Google s'en fichait. Mais ça l'est de plus en plus parce que l'usage du mobile ne fait que grandir d'année en année. Et donc, il est important que vous soyez compatible. Et donc, il faut s'attendre à une nouvelle évolution dans la recherche qui sera celle de la recherche vocale. Donc, il est important d'y penser tout de suite, d'y penser assez vite, même si ce n'est pas aujourd'hui prédominant. C'est pour ça aussi qu'il est important, quand vous faites votre recherche de mots-clés de l'entraîne, de les tourner sous forme de questions. Par exemple, vous réparez un téléphone, vous allez pas faire réparer l'écran, mais comment réparer mon écran d'iPhone. C'est pour ça que maintenant, on va presque plus parler forcément de mots-clés, mais presque de questions. Oui. Du coup, quand on fait comme ça des mots-clés de longue traîne, Google il va chercher tous les mots de la phrase ou il va les chercher en premier, il va chercher tous les mots, je pense, mais après il va chercher l'un ou l'autre, ou comment ça se passe? Parce que plus le mot-clé est long, plus. Alors Google il est devenu de plus en plus intelligent au fur et à mesure des années. Maintenant, il ne va pas forcément indexer et positionner une page par rapport à un seul mot-clé. Il va prendre tout le champ sémantique qui est autour. Donc, dans votre page, si vous parlez par exemple de construction de maison, il va aussi comprendre le synonyme construire ou appartement ou rénovation. Et c'est comme ça qu'il va positionner votre page. Donc, ce n'est pas forcément un seul mot qui est important dans votre page, mais vraiment tout le contenu que vous allez mettre, donc tous les synonymes et ce que vous appelez des champs sémantiques. Du coup, quand on réfléchit à ce que cherche notre client, on n'est pas obligé de restituer dans notre contenu des phrases standards, on va dire. Quand vous rédigez, il faut toujours se mettre à la place du visiteur et du coup, il faut répondre au maximum de questions, mais surtout apporter du contenu qui va être qualitatif. Donc c'est vraiment presque plus important de répondre de façon complète à la question générale que de placer des mots-clés. Pour juste répondre à la dame, en fait, Google, il lit, c'est simple, vous voyez l'URL, après le search, il y a un point d'interrogation Q égale, bah, il lit ce qu'il y a après, en fait. C'est tous les mots que vous tapez dans le moteur de recherche. Oui. Des outils pour s'aider à trouver des mots-clés ou juste son cerveau? Il y a plusieurs choses. Déjà, son cerveau, ça peut être utile. Maintenant, il faut se méfier de son cerveau. Parce que son cerveau, le cerveau de chacun connaît son propre métier, mais avec ses propres biais. C'est-à-dire qu'on va connaître les techniques et le jargon de son métier, mais ce n'est pas forcément ce que le client va taper. Mais déjà, il faut au moins faire cette recherche soi-même, dans son cerveau. Ensuite, il faut utiliser le cerveau des autres. Donc, là, je suis dans les techniques humaines, hein, mais c'est mettre les autres devant un ordinateur et leur demander de vous trouver et de voir ce que les gens vont taper dans votre entourage déjà. Là, on est encore dans de l'artisanat. Derrière, il y a plusieurs techniques qui pour trouver des mots-clés, notamment dans Google. On va rester sur les chaussettes. Google fait des suggestions, donc là déjà on peut voir un peu ce que les gens tapent. Donc là on est dans des choses accessibles, hein, c'est gratuit, tout ce que je viens de dire. On va avoir d'autres outils. Ouais. Du coup, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux questions. Answers the Public, qui va vous permettre de connaître les questions les plus posées sur votre thématique. Mettez bien langue française. En attendant que ça charge. Quand vous avez déjà un site internet aussi, vous pouvez voir ce que les gens tapent pour vous retrouver, notamment dans la Search Console, je vous en ai parlé tout à l'heure. Google vous donnera des éléments. Donc il faut travailler autour de ces éléments aussi. Mais ça, c'est quand on a déjà le site internet en ligne.
Ah, maintenant que c'est arrivé. Le problème de cet outil-là, c'est qu'il vous donne du coup tout ce qui est posé comme question, mais il ne va pas forcément vous dire lequel est le plus recherché, lequel a le plus fort taux de concurrence. Il faut quand même prendre ça avec des pincettes et analyser après avec des données statistiques que vous pouvez avoir sur d'autres outils comme la SEMrush. Oui, comme SEMrush, mais il y en a d'autres. Dégradé, c'est pas en fonction de la popularité. Si, mais du coup, c'est pas des chiffres, ça reste. Mais après, on peut tester le prix des mots pour connaître la popularité. Vous pouvez utiliser Google AdWords pour pouvoir avoir du coup des données par rapport au taux de concurrence. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que typiquement sur un serrurier, Google AdWords est très cher parce qu'on est dans une recherche sur l'urgence, etc. Bref. Donc, c'est à prendre quand même avec des pincettes. C'est un indicateur, mais à prendre avec des pincettes. Donc, oui, il existe plein d'outils. Il existe vraiment plein d'outils. Des dizaines, vous tapez outils, mots-clés, Il y en a plein, vraiment. Maintenant, effectivement, là, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'on est dans la logique, notamment celui-là qu'on a mis derrière. On est dans la logique actuelle, c'est-à-dire qu'on vous disait qu'il fallait aller de plus en plus vers donner des réponses. Donc c'est pour ça qu'on vous présente celui-ci. Les autres sont assez classiques. On ne va pas forcément s'étendre dessus. Donc, une fois que l'on a travaillé ces mots-clés, c'est top, on a une liste de mots-clés. On a des mots-clés principaux, de mots-clés de tête et de la longue traîne. Ben maintenant, il faut rédiger. Alors, nous, c'est une politique qu'on a chez nous, mais elle ne fait pas l'unanimité. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, qu'en règle générale, quand on parle de référencement naturel, c'est loin d'être une science exacte. Donc, du coup, ce que l'on va dire, quelqu'un d'autre pourra dire l'inverse de ce que l'on a dit, et peut pour autant avoir raison. Parce que, en fait, nous, on se base sur des infos qu'on a eues, des tests qu'on a fait en interne chez Insaniam, mais pour autant, comme ce n'est pas une science exacte et qu'on est dans du test permanent, il y a plein de techniques qui existent, plein de possibilités, et c'est à chacun aussi de se faire un avis. Donc forcément, si quelqu'un venait vous dire autre chose que ce que l'on vous dit, on n'aurait ni l'un ni l'autre pas forcément tort. En fait, c'est juste que nos tests nous amènent à des choses différentes. J'insiste là-dessus, puisque c'est souvent oublié dans le référencement naturel. Donc, la rédaction est hyper importante. Là je souhaite quand même mettre le doigt dessus parce que on oublie souvent, ou on néglige souvent de bien rédiger pour du référencement naturel. Il faut savoir que la quantité compte. Il faut beaucoup de texte. Google adore le texte. Google aura du mal à lire une image. Enfin, il ne va pas la lire. À lire du JavaScript, à lire une vidéo. Et donc, la solution pour bien référencer votre site internet, c'est de faire du texte. On va expliquer comment rédiger, par exemple, des pages de tête. Déjà, il faut savoir que Google, il ne va pas indexer une page qui fait moins de 300 mots. Si vous faites moins que ça, il y a très peu de chances que Google indexe votre site et votre page. Sauf si vous n'avez pas de concurrent. Par page. Par page, oui. Et selon votre concurrence, plus vous aurez de concurrence, plus vous devrez en général créer du contenu en quantité et en qualité. En règle générale, on part sur la logique de un mot-clé, une page. Pour faire simple. Donc si vous voulez travailler 200 mots-clés, ça vous fait à peu près 200 pages. Ensuite, votre mot-clé, par exemple, si votre mot-clé c'est chaussettes rouges taille 38, vous devez se retrouver dans des endroits assez stratégiques. Parce que Google ne peut pas comprendre forcément si vous mettez votre mot-clé une seule fois dans leur article et pas savoir c'est la thématique de votre article. Donc il faut au moins le retrouver par exemple dans le titre de votre article, dans les sous-titres. Si vous mettez un chapeau, un extrait au tout début, c'est bien de le retrouver aussi. Et généralement, on conseille aussi d'ajouter ce mot-clé dans la première phrase du premier paragraphe de votre article et après à des endroits qui vous semblent pertinents. En sachant que si vous mettez votre mot-clé partout, c'est visible, Google il va s'en rendre compte et du coup vous allez pénaliser aussi. Il faut savoir trouver la bonne façon de rédiger pour Google et pour votre lecteur. on va revenir dessus au ralenti. Je trouve ça assez paradoxal parce qu'un site pour qu'il soit lisible, donc finalement qu'il y ait assez peu de texte, plutôt
plutôt des pictos, plutôt des titres, enfin quelque chose qui soit assez simple, assez clair. Enfin, on sent que c'est la tendance plutôt en matière de communication. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. On parle de référencement naturel, on ne parle pas d'expérience utilisateur. Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, souvent, ça peut venir en conflit. Et d'ailleurs, notre politique, nous, c'est plutôt de se dire qu'on ne fait pas de référencement naturel sur la page d'accueil, par exemple, du site internet. C'est que la page d'accueil est purement pensée pour l'expérience utilisateur des gens. Parce que les gens qui arrivent sur votre page d'accueil, c'est des gens qui vous connaissent souvent. Soit ils viennent par les réseaux sociaux, soit ils viennent par d'autres canaux, soit ils viennent en tapant votre nom, en vous recherchant. Donc on a pris le parti de ne pas faire de recherche, enfin de ne pas optimiser la page d'accueil. Ça, c'est un parti pris. Et derrière, on essaye de travailler une multitude de petites portes, plutôt de travailler sur la grosse porte. Et ça veut dire qu'on peut aussi faire le choix de ne pas optimiser certaines pages, parce qu'on veut que ce soit plus lisible pour l'utilisateur, etc. C'est un choix. Il ne faut pas rentrer dans le tout référencement où on cherche à référencer chaque page une par une, etc. On est plutôt dans une stratégie globale où il faut que le site soit agréable pour l'utilisateur et en même temps optimisé pour Google sur certaines pages. C'est un équilibre. Donc il vaut mieux finalement quelque chose où les gens vont cliquer et trouver du texte dedans en fait. Oui, il faut du texte. Mais quelle est la logique de Google? C'est que si vous mettez du texte, vous allez donner une information complète et donc pertinente aux gens qui vous recherchent. J'ai vu une main, oui. Alors, le référencement sur la partie technique, c'est la globalité du site. Sur les mots-clés, c'est chaque page va avoir son autonomie. Oui. Vous disiez 300 mots, il y en a 290, c'est aucun référencement ou c'est un peu moins bien référencé? Je pense que Google le lit, mais on n'a pas fait des tests cliniques dessus. Mais bon, il y a vraiment peu de chance. Il y a tellement peu de chance que nous, on essaye de tendre sur des billets de blog à 600 mots minimum. Donc on est au-delà des 300. Et sur des pages très concurrentielles, on essaye de monter sur les 2000, 3000. Oui. C'est la deuxième fois que j'entends parler de référencement et à chaque fois on parle de blog. Enfin, on peut faire du référencement sans avoir un blog. Techniquement, c'est possible, oui. Techniquement, c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Pourquoi on parle de blog? Parce que le blog est un outil simple de faire du texte. Enfin, simple. C'est-à-dire qu'on a un contenu d'actualité qu'on diffuse. Donc forcément, c'est un support idéal pour le texte. Mais évidemment, on peut faire du référencement naturel sans avoir un blog. Moi, je travaille dans l'immobilier. Oui. Donc, mon texte, c'est mes annonces. En fait. Bah, typiquement, voilà, il n'y a pas besoin. Enfin, il n'y a pas besoin. C'est pas forcément nécessaire. Aussi des photos. Oui. Forcément. Et j'ai un peu de mal à voir comment je vais référencer, essayer de tirer parti de mes annonces pour référencer. Alors, je vais juste parler des photos. Sur les photos, il y a une balise qu'on appelle Alt. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Regardez bien, quand vous mettez une photo, il y a peut-être un endroit où il y a écrit balise Alt ou alternative. C'est important de mettre une description ici pour deux raisons. Il n'y a pas que Google qui ne sait pas lire forcément vos images, mais il y a aussi des personnes qui sont en situation de déficience visuelle et qui utilisent des logiciels qui vont lire ces petites balises et qui vont vous dire ici c'est tel truc. Enfin, il y aura une description qui sera mise. Donc c'est important de penser à eux. Et deuxième personne qui ne va pas forcément lire les images, c'est Google et ça peut aussi lui donner un indicateur. Donc ça va aider à améliorer le référencement de votre page et ça améliorera aussi le référencement des images. Si on veut répondre à une question, comment changer une lame de tondeuse par exemple, et qu'on met une vidéo, parce que c'est plus explicatif, il faut rajouter le texte dessous pour le référencement de Google? Ou est-ce que si on met les sous-titres dans la vidéo, ça va suffire au référencement? Non, il faut mettre le texte d'une certaine manière en dessous. Et après, la vidéo peut être référencée dans YouTube, par exemple, qui est le deuxième moteur de recherche après Google, et qui appartient à Google. D'accord. Et si sur notre site, il y a des vidéos, il y a des liens et des vidéos YouTube, ça augmente le référencement naturel? Non. Non. Non, mais si vous avez un... Vue sur les vidéos, non? Sur le référencement naturel, non. Mais par contre, dans YouTube, vous aurez un référencement sur vos vidéos. Oui. Mais pas sur le site internet. Enfin, ça ne touchera pas au référencement du site internet.
peux dire juste un mot par rapport à ça. Une stratégie, ça peut être d'avoir un blog bien séparé et de faire des articles. Et au lieu de faire simplement une vidéo comment changer une lame de tondeuse, décomposer ça en un extrait en un article et en ayant dedans une ou deux vidéos qui vont illustrer l'article et éventuellement paraphraser l'article. Et du coup, on a le meilleur des deux. Par contre, ça suppose un peu faire un effort de transcription de la vidéo. Et là, pour Google, ça marche pas. Enfin, j'imagine que ça fait partie des techniques préconisées. Tout à fait. On va demander à Julie de nous faire un petit retour d'expérience. Je laisse se présenter rapidement. Donc, je suis Julie Pignon et je travaille pour l'Association française de l'eczéma depuis septembre. Et donc, l'association est accompagnée par Célina et Alexandre pour le site web et tout ce qui concerne le référencement du site, etc. Donc moi, mon rôle au niveau du référencement, ça va être la rédaction d'articles pour le site internet. Et c'est vrai que le Arrête-toi au 31 mars. bien payé parce que je suis un lycée, Qu'on n'est pas la moitié donc, du mois d'avril. on est deux dans l'association, donc il y avait Stéphanie et moi. Donc Stéphanie, elle faisait tout toute seule, donc elle n'avait pas forcément le temps de 31 mars rédiger, enfin. donc elle avait commencé. Et quand je Le suis 31 mars arrivée, enfin, on donc avait on est 14 000 vues sur le site internet. qu'on fasse du 1er janvier Et 2017 le dernier rapport qu'on a eu, au 31 mars de 2000. mars, on est à 66 000 vues. Donc ça a bien augmenté. Ouais, alors c'est intéressant parce que du coup, sur le rythme, là on va remonter à 2017. Entre 2017 et aujourd'hui, le rythme pour l'Association française de l'eczéma, c'était la rédaction d'une actualité par semaine en moyenne. Et donc là, on voit, si on place la souris au début 2017, on avait à peu près 1380 visiteurs par mois. Et vous voyez que ça a progressivement augmenté. Il y a eu un trou parce qu'il y a eu un changement technique qui a été fait. Et une optimisation derrière. Et derrière, il y a eu une sorte de petit boom parce qu'ils ont réussi à faire sauter des verrous qui sont arrivés premiers sur des mots-clés très concurrentiels en fait. Et donc ça a largement contribué au référencement en tout cas à l'augmentation du nombre de visiteurs. Est-ce que tu peux mettre en mensuel plutôt, excuse-moi, on va peut-être mieux voir. Je ne sais pas si la courbe sera un peu plus lisible. Bon, ça charge. Donc voilà. Et est-ce que tu peux expliquer du coup, toi, ce que tu as rédigé et quelle expérience a été? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était rapide? Est-ce que c'était... Donc non, déjà, c'est pas du tout rapide. Ça prend beaucoup de temps. Donc, comme dit Célina, c'est minimum 600 mots par article. Donc on essaye de s'y tenir. Des fois, il faut un petit peu moins, mais on est jamais en dessous des 300 parce qu'on sait très bien que sinon c'est comme écrire dans le vide un petit peu. Donc on essaye de faire 600 mots, on essaye de s'y tenir. Et en fait, c'est pas juste faire 600 mots, ça va être réfléchir vraiment à tout ce qu'on fait. Donc bien placer les mots-clés, le texte alternatif aussi aux images, poser, essayer de faire du titre une question pour qu'il soit justement repéré plus tard par les commandes vocales. Ça va être penser vraiment à tout pour qu'il soit vraiment bien optimisé et que les personnes puissent taper juste, par exemple, moi c'est dans le domaine de l'eczéma, donc par exemple les personnes vont taper eczéma des mains et ils vont venir sur l'article parce qu'on aura fait en sorte qu'ils puissent y arriver. On va faire le test avec eczéma des mains du coup. J'espère que c'est bien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrence sur le mot eczéma parce qu'on a les gros laboratoires qui peuvent se permettre de payer. Voilà, c'est bon. Oui, il y a quand même des images. Hein. Oui. Ouais. J'ai une question. Là, le rapport d'audience, moi j'ai un petit niveau en informatique, c'est juste pour essayer de comprendre. Là, l'audience que vous montrez, donc là, c'est les personnes qui ont vu soit l'article, soit sur le site. On est bien d'accord? Ouais. Mais est-ce que différencie ceux qui sont venus par requête ou ceux qui ont été venus parce qu'il y a l'article qui a été publié par un temps sur les réseaux sociaux? Parce que moi, c'est simple. Admettons, vous avez un article, je peux vous amener
1 million de personnes d'un coup. Mais ça ne veut pas dire que c'est qu'il y a une requête. Là, ça vient essentiellement par Google. Il n'y a aucun autre travail que celui du référencement naturel qui est fait là. D'accord. Et de toute façon, à la fin du mois, sur le rapport qu'on nous envoie, enfin, que Célina nous envoie, on voit par quoi on a été recherché, justement, si c'est les requêtes, si c'est les réseaux sociaux, etc. Et c'est beaucoup les requêtes. Là, on a pris cet exemple parce que là, on est dans le 88%. Enfin, les 10% sont anecdotiques, en fait, c'est pour ça que... Mais c'est une question importante, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une stratégie optimale parce que la logique serait effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas être trop dépendant de Google. Maintenant, c'est une stratégie qui est intéressante sur cette association, puisqu'en face d'elle, elle va avoir des gros laboratoires et que le réflexe des gens va être c'est le réflexe Doctissimo, quoi, grosso modo. J'ai ça, donc du coup je cherche la réponse. Et Google est crucial dans ce cas-là, dans ce cas précis. Voilà. Mais si demain vous avez un e-commerce, enfin une autre activité, effectivement il est important de savoir ce qui est primordial pour vous et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour éviter d'être trop dépendant d'une source. Et juste pour ajouter, ce qui est difficile aussi, c'est de trouver, d'écrire toujours quelque chose de nouveau et de pertinent, parce que on a des mots-clés qui se ressemblent, eczéma des mains, eczéma de ci, eczéma de ça, et au final, on a l'impression si on ne fait pas attention, on a vite fait de réécrire tout le temps les mêmes choses. Donc c'est ça aussi qui prend du temps, c'est de faire des recherches et de proposer un contenu qui diffère des précédents articles. En règle générale, sur le web, hein, et je l'avais déjà expliqué la dernière fois, mais sur le web, on est dans une logique où on devient tous des médias, plus ou moins, et toute entreprise est un média si elle veut être visible. Dans le sens où, si vous voulez que les gens viennent vous voir sur votre site internet, aient confiance en vous, il va falloir prouver que vous connaissez votre sujet et le montrer. Et pour ça se fera sur les réseaux sociaux, ça se fait avec des communautés, mais ça se fait également par du référencement naturel, par de la production de contenu. C'est pour ça que écrire du texte est vraiment très très important. Alors pour le référencement naturel, je parle uniquement du référencement naturel, parce que derrière, effectivement, faire de belles photos sur Instagram, c'est aussi important, mais c'est pas la même stratégie. En moyenne, tu écris un article de blog en combien de temps ? Je dirais, quand je me mets bien, ça me prend quand même la journée à écrire, sachant que je fais d'autres choses à côté, donc une bonne journée pour bien l'écrire et bien le mettre en place pour le référencement. Ouais, donc c'est assez long. Après, tu connais pas forcément le métier de l'eczéma à la base, c'est pas ton métier. C'est vrai que moi, du coup, je suis vraiment dans la communication, donc l'eczéma, je ne savais pas plus ce que c'était que vous, quoi, donc il faut écrire là-dessus et c'est très médical, donc on a aussi des soucis là-dessus. On essaye de demander quand même l'avis des médecins pour nos articles et ça nous prend aussi du temps d'écrire des choses pour pas dire des bêtises, justement aux gens qui recherchent des vraies réponses. C'est une notion importante parce que c'est pas écrire pour écrire. Enfin, l'objectif, c'est pas j'écris pas n'importe quoi pour être bien positionné, quoi. C'est j'écris pour... déjà, il y a ma crédibilité, hormis Google. Si quelqu'un lit une bêtise, encore plus dans le domaine de la santé, ce serait quand même très dommageable que ça porte préjudice à l'image de l'association ou de l'entreprise, et qu'en plus quelqu'un puisse finir à l'hôpital avec des mauvais conseils. Ça, ce sera encore plus dommageable. Mais également pour Google, en fait, Google va chercher quand même la qualité et il va s'en rendre compte par à la fois le champ lexical, mais également les gens qui parleront de votre site internet. Oui. La fréquence de nouveaux contenus est importante. Alors, la fréquence, oui, mais pas en nombre. C'est-à-dire qu'il est important de travailler la régularité sur un blog, par exemple, mais pas forcément... c'est pas forcément tous les 2 jours, quoi. C'est pas en quantité, mais si vous allez faire par exemple 10 articles, il est préférable de les mettre une fois par mois que de mettre une fois par semaine au début et puis après ne plus rien avoir. C'est vraiment important de travailler la régularité. La mise à jour d'articles existants, ça t'intéresse Oui, on peut mettre à jour des articles. Et surtout aussi les commentaires, laisser les commentaires ouverts parce que ça met à jour le site internet. Après,
Après, on peut aussi faire une nouvelle version. Il est important de ne pas, par contre, recopier le contenu. Il ne faut pas dupliquer ce qu'on a déjà fait. Ou alors, si on duplique, il faut demander à Google de ne pas indexer l'un ou l'autre des sites, enfin des pages, l'une ou l'autre des pages. C'est important. Mais ne jamais copier. Alors, déjà, ne jamais copier le contenu de quelqu'un d'autre. Il ne va pas forcément aimer la blague. Et Google non plus ne va pas aimer. Donc, évitez. Pour bien comprendre cette histoire de contenu dupliqué, il faut comprendre que Google, c'est le jeu du chat et la souris, quoi. Qui a connu l'avant Google ici? Il y a 2-3 personnes. Oui, c'est bon. Et avant Google, il y avait quoi? Il y avait qui? Ouais, il y avait Yahoo. Et Yahoo, c'était quoi? C'est la bonne excuse, ça. Yahoo, c'était un annuaire à la base. Ils faisaient aussi le mail. Enfin, ils font toujours le mail d'ailleurs. Et en fait, c'est un annuaire. Dans un annuaire, comment les liens sont rentrés? Par ordre alphabétique. Donc c'était rentré par ordre alphabétique. Les moteurs de recherche sont arrivés, notamment Google, mais pas que, hein, c'était pas le seul. Et ce sont plus c'était plus rangé par ordre alphabétique, mais c'était rangé par recherche, par requête. Et c'était des robots qui allaient lire les sites internet. Et avant d'aller lire les sites internet, en fait, Google a dit simplement aux gens, vous mettez les mots que vous voulez dans des balises, dans du code. Et moi, j'irai lire ces mots-là et je les mettrai en première page, en fait. Basique. Sauf que les gens se sont dit, tiens, alors, je vais mettre le maximum de mots dedans, même des choses qui me concernent pas. Donc, vous pouvez avoir un entrepreneur qui allait mettre football dedans, rien à voir. Et pour être bien référencé, puis Google a dit, bon, il se fiche un petit peu de moi, du coup, je vais lire le contenu des sites. Donc, en plus de ces balises, il a été lire le texte. Et puis après, il y a eu une mode, certains d'entre vous vont peut-être s'en souvenir, mais où des gens mettaient des mots-clés en bas de page, sur fond blanc, avec un texte blanc. Et là, on ne voyait rien du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les sites. Ouais. Et en fait, les gens, ils magouillaient, en fait, tout bêtement. Ils magouillaient. Et Google s'est dit, mais ils me prennent vraiment pour une andouille. Du coup, ça, je vais sanctionner. Et ainsi de suite. Après, il y a eu, les gens se sont dit, Google veut du texte, c'est pas grave. Sur toutes les pages, on va lui copier-coller le même texte. Ou à peu près. On va le modifier. Et donc, Google a sanctionné. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça, c'est le jeu du chat et la souris. Tu veux détailler ce que ça veut dire sanctionner? Sanctionner, ça veut dire, j'ai réussi à avoir Google dans son algorithme, je suis bien positionné, je me retrouve au fin fond des pages Google, ou alors, juste simplement, je me trouve dégradé, mes 2-3 pages, on l'a vu avant. Si je ne suis pas sur les 3 premières positions, c'est déjà, ça sent mauvais. Alors si je me retrouve en 10e page, c'est fini, je suis mort. Donc c'est ça, sanctionner. Et nous, on a des personnes qui nous ont appelés, qui nous ont dit, tiens, on a été sanctionné par telle mise à jour de Google et telle chose, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors des fois, on dit, oui, mais ça va coûter cher. Ça, c'est la réponse la plus optimiste. Et la deuxième, c'est, non, c'est trop compliqué et ça ne nous intéresse pas, quoi. Non, si on change de marque, même on change d'URL. Hein. Alors quand on est une grosse enseigne, ça pique. Ça pique un peu. Donc voilà un peu la logique. Ouais. Oui. Donc vous êtes accompagné par Insania sur ce sujet-là. La fréquence de vos échanges? Toutes les semaines, Céline, je lui envoie mes articles, elle essaie de voir si j'ai bien optimisé. Toutes les semaines, dès que j'ai besoin, j'envoie un message, elle va me répondre dans la seconde. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément... je peux passer une semaine sans avoir besoin, et encore qu'avec l'article, il y a forcément un échange, mais dès qu'on a besoin, ça, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend de l'organisation de chacun. On peut se dire, je prends 3 jours et j'écris pour 3 mois. Et puis après, on est plutôt dans une logique du coup mensuelle, on mesure l'évolution et on communique là-dessus. Ou alors, je rédige au fil de l'eau. Là, ça dépend des gens. C'est l'emploi du temps de chacun. Mais c'est de l'organisation. C'est de l'organisation puisqu'il faut rédiger du contenu. Après, quand on connaît le métier, c'est facile. Moi, j'écris un article entre une demi-heure et 1 heure parce que c'est mon métier, c'est ma boîte. Quand on ne connaît pas un métier, comme c'était ton cas pour l'eczéma,
enfin de métier, un domaine, c'est plus compliqué, forcément, de rédiger. Mais ici, on a tous affaire à des gens passionnés qui maîtrisent sur le bout des doigts leur métier, donc la rédaction devrait être relativement aisée. Moi, j'ai beaucoup de recherches à faire en amont pour ne pas raconter de bêtises, mais si vous êtes professionnel dans votre milieu, ça ne devrait pas poser de problème pour ça. Mais ça reste chronophage. C'est important. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est intéressant, c'est parce que ça prend tellement de temps que peu de gens le font. Si on tape, ce qui est quand même intéressant avec l'eczéma, avec l'association française de l'eczéma, c'est que si on tape juste le mot-clé eczéma maintenant, on arrive à un mot-clé qui commence à arriver en première page. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la première page n'était pas géniale, mais bon, ils sont en 4e position. Avec la concurrence qu'il y a, autant vous dire que c'était quelque chose de compliqué. Et c'est arrivé en 36 mois. Je crois que c'est ça à peu près, Céline. Donc en 36 mois, ils sont passés de comment dire, de pas du tout présents à en première page sur un seul mot-clé, et ça relève plutôt du rêve d'être présent sur un seul mot, comme eczéma tout court. Et là, c'est une rédaction régulière pendant 36 mois d'un article par semaine. Ouais, un par semaine pendant 6 mois, oui. Ah, c'est intéressant, la question des fautes d'orthographe est intéressante. Avant, je faisais faire exprès des fautes d'orthographe à mes clients pour les mots-clés, mais maintenant Google les corrige. Donc du coup, j'ai arrêté d'être... C'est un petit jeu assez sympa d'obliger les gens à faire des fautes, mais non, maintenant c'est fini ça. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est des fautes métiers. C'est-à-dire que vous allez appeler, vous avez un métier en particulier, vous allez appeler, je sais pas, moi, on va dire que c'est une chaise bidule, mais vos clients vont rechercher dans Google chaise machin, bah, c'est vos clients qui ont raison. C'est pas le vrai nom, mais c'est eux qui recherchent ça. Donc c'est eux qui ont raison. Donc il faut faire la faute, c'est pas vraiment une faute d'orthographe, c'est plutôt une faute dans l'usage du mot métier qui va être utilisé. Et ça, on l'a vu fréquemment. Et on se disait, mais c'est bizarre, les gens, ils recherchent ça. Bon, bah, ok. Donnons-leur... quitte à marquer en fin de message, bon, on sait que c'est pas le vrai terme, mais nos clients utilisent ce terme-là, donc on l'utilise pour eux. Un truc comme ça, quoi. Mais oui, il faut se poser la question des fautes. C'est important. Pas faute d'orthographe, mais faute métier plutôt. Faute de vocabulaire, je veux dire. Voilà, en tout cas, merci. J'ai une deuxième question. Oui. Dans le même sens que la première, vous faites comme si Insaniam n'était pas là et vous avez le droit de ne pas répondre. Vous ne voulez pas faire la pub à Insaniam. C'est pour comprendre le niveau d'engagement. On a compris en temps, en budget, cet accompagnement d'Insaniam ou d'autres, si vous avez d'autres affaires à voir. C'est pas du tout moi qui gère ça, c'est ma collègue qui nous fait au courant du budget. D'accord, donc Alexandre va répondre. Oui, moi je vais répondre. En budget, c'est très cher. C'est très cher. Je le dis tout de suite. Ça dépend après de beaucoup de choses sur des petites structures. On est à minimum 4 000 € par an. Et sur des entreprises, ça va de 4 à 20 000. Sur des PME, pour donner une idée. Non, mais je parle sur des PME. Ouais, enfin, sur des TPE, PME, on est entre... Oui, ok. Sur des petites PME, jusqu'à moins de 50 salariés, tu vois, sur des petites PME, on est... Un budget raisonnable est entre 4 000 et 20 000, sans compter le temps interne. Donc, effectivement, il peut y avoir des PME. Nous, on accompagne les gens pour trouver un profil qui est un peu boiteux entre la personne qui connaît le métier ou qui va apprendre le métier, qui sait rédiger, qui sait communiquer. Là, dès qu'il faut embaucher un autre profil, hors coût de prestat, l'ensemble, hein, avec la masse salariale, on touche les 100 000. Alors, il ne fait pas que ça, mais c'est un investissement énorme. C'est un investissement énorme. En temps et en argent. J'insiste là-dessus. Alors, vraiment, en plus, ça ne sert à rien de payer quelqu'un, je le dis tout de suite. Ça ne sert à rien de payer quelqu'un, et même nous, si c'est pour ne pas rédiger. Si vous savez à l'avance que vous n'allez pas rédiger, nous, ça ne va pas nous intéresser parce qu'on va être frustré, on va devoir vous harceler. On a d'autres passions dans la vie. Et en plus, vous allez être déçus. Donc tout le monde sera déçu.
Après, c'est long. Les résultats, si on regarde sur l'eczéma, premier résultat vraiment intéressant, on est à 12 mois. Deuxième palier, on est entre 18 et 24. Et là ça commence vraiment à... On a sauté des verrous de mots-clés très concurrentiels à 36 mois, mais avec une rédaction régulière, une fois par semaine. Ça veut dire que c'est une bonne question. Le temps pour, lorsqu'on lance un site internet pour une activité, pour remonter bien placé en première page, même avec des textes réguliers, il faut au moins une année pour apparaître bien positionné. Oui, enfin, c'est long, oui. C'est long. Alors après, ça dépend de beaucoup. Il y a tellement de critères. Alors déjà, petit conseil, méfiez-vous des gens qui vont vous donner une garantie de résultat sur du référencement naturel. Je vais prendre un exemple très concret. Comment je termine le truc? C'est comme un procès, faire du référencement naturel. Vous allez avoir des concurrents, donc des adversaires, qui vont avoir éventuellement des consultants qui vont leur donner du conseil et les aider. Il y a vous. Donc si vous faites mal, vous préparez mal votre défense, c'est mal barré. Il y a éventuellement la personne qui vous conseille. Puis en face de vous, vous avez un juge qui est à la fois législateur, c'est Google. Donc si quelqu'un est capable de vous garantir une première place avec tous ces éléments, ça me paraît un peu compliqué. Donc déjà, ça, faut se méfier. On vous garantit la première place. Ensuite, tu peux rien garantir. Non, mais c'est souvent plus facile de te référencer sur un... Mais c'est plus facile, mais c'est pas une garantie. Entre être plus facile et une garantie. Quelqu'un qui va te dire je vais te mettre en première page sur ton village, c'est pas grand-chose d'extraordinaire. Non, mais après, il suffit d'un changement d'algorithme en ayant fait une connerie dans ton site et c'est fini. Donc, il y a cet élément-là, déjà. Et ensuite, le référencement naturel, c'est beaucoup... comment dire, c'est beaucoup d'engagement dans le temps, donc il faut rédiger régulièrement, mais c'est pas immédiat, mais par contre il y a une pérennité derrière. C'est-à-dire qu'on peut quand même rester long, si on a bien fait les choses, on reste souvent, enfin, pour nous déloger c'est compliqué. C'est un peu comme du jardinage. On va labourer le terrain, ça va être chiant, ça va être long, c'est sa partie technique. On va planter nos graines, on va arroser, ça va pousser, ça va commencer à monter, et là on va mettre les tuteurs pour faire en sorte que ça parte bien. Au bout de quelques années, on a un beau jardin qui est durable et même avec une bonne tempête, normalement, il doit tenir. Là, si je prends quelque chose, je vais comparer avec quelque chose d'autre qui est plus immédiat, la publicité. La publicité, vous appelez Google, il déroule la pelouse, il plante les rosiers, en 2 temps, 3 mouvements, tout est actif. Par contre, vous arrêtez de payer, il repart avec sa pelouse et ses rosiers. C'est un peu la même logique pour le référencement naturel. Juste oui. Moi, quand j'ai fait mon site internet, je crois en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, sur 2 longues traînes, 2 mots-clés longues traînes, enfin sur 3 mots-clés, mais 2 sortes différentes, Google m'a mis en première page. Oui, alors après, effectivement, sur la longue traîne, moi, sur un site que je viens de mettre en ligne, sur de la longue traîne, je peux être premier en 2 heures. Parce que c'est pas de la concurrence. Quand je parle de résultats, c'est de résultats attendus par un entrepreneur. Et donc un résultat attendu par un entrepreneur, c'est pas d'être premier sur une longue traîne précise en 2 semaines. Mais comme on en aura rédigé 50 en 1 an, là on aura des résultats intéressants. C'est pour ça que je parle de longue traîne là-dessus. Je vais juste... Oui. Un petit mot sur la personnalisation des recherches. Il n'est pas forcément utiliser son ordi ou le faire... Il y a des outils en fait qui existent et qui permettent de mesurer ça. Ouais. Je vais passer assez rapidement parce qu'on me fait un signe là-bas par lequel on va être éjecté. Juste pour terminer, avant d'être viré de la salle, juste pour terminer, il y a un élément que je n'ai pas évoqué, qui est celui des liens. Il faut savoir un truc, c'est que Google vous donne une sorte de réputation sur Internet, et cette réputation, en fait, c'est ce que j'appelle la cuisson dans mon gâteau, vous savez, le gâteau tout à l'heure. Et cette réputation-là, c'est quoi? C'est quand quelqu'un met un lien vers votre site internet. Si cette personne-là, c'est un journal, comme des journaux connus, Le Monde, etc., qui met un lien vers votre site internet, vous allez gagner plein de points de réputation. Pourquoi? Parce que Le Monde fait beaucoup de contenu, et donc Google se dit « Ah, ce média pointe vers ce site, c'est qu'il est reconnu. » Et donc je lui donne des points de réputation. On est toujours dans le jeu du chat et la souris, c'est-à-dire que Google, à force de chercher des critères dans les sites internet, il s'est dit au bout d'un moment, comment je peux réussir à faire en sorte de connaître la réputation d'un site internet
et donc de le faire monter autrement que par des choses qu'on pourrait magouiller dedans. Eh ben, je vais chercher des sites ailleurs. Alors au début, les gens ont été malins, ils ont fait des annuaires, ils ont mis plein de sites dedans, et ils ont essayé de berner Google comme ça. Je vous le fais court, mais avec le temps, du coup, Google maintenant exige que les sites qui pointent des liens vers vous, enfin en tout cas les pages qui pointent des liens vers votre page, aient le même champ lexical. Et il y a tout un tas d'autres éléments techniques, mais déjà vérifier qu'il ait le même champ lexical et vérifier qu'il ait à peu près la même note de réputation que vous. Pour ça, il y a un outil qui est assez simple, Majestic. Il y en a d'autres, hein. Mais celui-ci, il est facile à comprendre par tous. C'est pour ça qu'on vous en parle. Vous mettez l'URL de votre site internet dedans. Donc là, on va tester ccre35, c'est .com/bzh. ccre35.bzh. On va voir s'il a une bonne réputation. Bon, alors non, pas une excellente réputation. Mais vous voyez le TrustFlow là, ici, c'est une note. Alors, c'est pas sur quelque chose. Cherchez pas sur combien. C'est une note. Faites en sorte, en tout cas, que les gens qui pointent des liens vers votre site internet aient une réputation supérieure ou égale à la vôtre sur ce lien-là, sur le TrustFlow. Voilà, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il faut qu'il y ait le même champ lexical sur les deux pages. Si déjà vous arrivez à faire ça, vous allez déjà avoir une bonne qualité. Et attention, ce n'est pas la quantité qui compte. Il vaut mieux avoir 3 liens hyper bien que 500 mauvais, ou moyens, ou même potables. Est-ce que le fait d'être présent sur des places de marché du type Amazon, est-ce que ça peut permettre d'augmenter Non, parce qu'en fait, Google, pareil, tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes, forums, il a les noms, ce qu'on appelle un no-follow, et du coup, ils n'apportent aucun plus. Il y a vraiment des... Ni aucun moins, enfin rien, c'est neutre. Ça peut vous apporter des visiteurs, par contre, donc c'est toujours intéressant. Ce qui va par contre compter, ça va être ce qu'on appelle la balise d'ancrage, c'est-à-dire que votre lien, il est sur un texte. Donc, pas forcément qu'il soit sur le nom de votre entreprise, mais plutôt sur un service, une prestation ou un mot-clé. C'est plus pertinent pour votre référencement. Voilà, on va devoir abandonner les lieux. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et il y a à boire de l'autre côté.